Par une soirée froide à Phoenix, Lena croit célébrer 6 ans de mariage, mais le silence de sa maison se brise quand Caleb rentre avec une valise et le parfum d'une autre femme sur son manteau. Il part pour sa collègue, vide leurs économies, puis laisse sa famille accuser Lena d'avoir détruit leur foyer. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une femme humiliée peut devenir dangereusement lucide. Quand il reviendra sous la pluie, en pleurant, ce qu'il avouera glacera Lena. Et croyez-moi, la fin vous surprendra. Dites-nous en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. La neige tombait doucement sur Phoenix ce soir-là, chose rare, presque irréelle, comme si le ciel lui-même avait décidé de se tromper de ville. Dans la petite maison de banlieue que Lena Whittaker avait décorée avec soin, les lumières jaunes de la cuisine donnaient au mur une chaleur fragile. Sur la table, 2 assiettes attendaient. Un poulet rôti refroidissait lentement. Une tarte aux pommes, encore tiède, parfumait l'air d'une odeur de cannelle et de beurre. C'était leur 6e anniversaire de mariage. Lena avait 27 ans, mais ce soir-là, devant cette table dressée pour 2, elle avait l'impression d'en porter 50. Elle avait quitté plus tôt la clinique où elle travaillait comme coordinatrice de dossiers d'assurance, avait traversé la ville dans les embouteillages, puis s'était arrêtée pour acheter une petite bougie blanche, pas une bougie chère. Juste quelque chose de simple, parce qu'elle croyait encore que les choses simples pouvaient sauver ce qui tremblait. Caleb arriva avec presque 2 heures de retard. La porte s'ouvrit sans un mot d'excuse. Lena entendit d'abord le bruit de ses clés jetées sur le meuble de l'entrée, puis ses pas lourds dans le couloir. Il portait son manteau noir, celui qu'elle lui avait offert l'hiver précédent. Une odeur de parfum féminin entra avec lui, douce, étrangère, insultante. Lena resta debout près de la table. « Tu as oublié ?» demanda-t-elle doucement. Caleb ne regarda pas les assiettes, il ne regarda pas la tarte, il regarda seulement la valise posée derrière lui, à moitié cachée dans l'ombre du couloir. Et à cet instant, avant même qu'il parle, Lena comprit. Il passa une main dans ses cheveux, soupira comme un homme fatigué d'une conversation qu'il n'avait pas encore commencée. « Je ne peux plus faire semblant, Lena. Je pars. » Le silence qui suivit fut immense. Le chauffage soufflait faiblement près de la fenêtre. L'horloge murale marquait les secondes avec une précision cruelle. « Tu pars où ?» demanda-t-elle, même si son cœur connaissait déjà la réponse. Caleb détourna les yeux. « Chez Brielle. » Le prénom tomba sur la table comme un verre qui se brise. Brielle Hart. Sa collègue, celle dont Caleb parlait trop souvent avec une voix faussement détachée, celle qui riait à ses histoires lors des soirées d'entreprise, celle que Lena avait voulu ne pas craindre, parce qu'une épouse digne, pensait-elle, ne devait pas vivre dans la jalousie. Caleb continua, plus froidement. « Elle me comprend, elle sait ce que je veux devenir. Avec elle, je me sens vivant. Avec toi, j'ai l'impression d'être coincée dans une vie trop petite. » Lena sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas seulement son amour, pas seulement sa confiance. C'était l'image entière de leur mariage qui tombait en poussière. « Trop petite ?» répéta-t-elle. « Cette vie trop petite, c'est celle où j'ai payé les factures quand tes commissions ne suffisaient pas, celle où j'ai pris soin de ta mère après son opération. Celle où je t'ai aidé à préparer tes présentations pendant que tu dormais sur le canapé. » Caleb serra la mâchoire. Son visage changea. La culpabilité disparut, remplacée par cette dureté qu'elle connaissait trop bien, celle qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait transformer sa faute en accusation contre elle. « Voilà, c'est toujours ça avec toi. Tu comptes tout. Tu transformes chaque geste en dette. » Lena recula d'un pas. « Je n'ai jamais compté. J'ai aimé. » Il eut un petit rire sans joie. « Non, tu t'es accroché, ce n'est pas pareil. » Ces mots la frappèrent plus violemment qu'un cri. Elle aurait préféré qu'il hurle. Elle aurait préféré une colère franche, brutale, humaine. Mais cette voix calme, presque méprisante, avait la froideur d'un verdict. Caleb entra dans la chambre et revint avec la valise. Elle était pleine. Des chemises pliées, des chaussures neuves, une trousse de toilette et sur le dessus, une petite boîte cadeau que Lena ne connaissait pas. Elle comprit qu'il n'avait pas décidé de partir ce soir. Il avait seulement choisi ce soir pour la détruire. « Et l'argent ?» demanda-t-elle soudain. Il se figea. « Quel argent ? Notre compte épargne. J'ai vu le solde hier. Il manque presque tout. »
Caleb évita son regard. « J'en avais besoin pour recommencer. Je te rembourserai. » Léna le fixa. La lumière jaune dessinait sur son visage des ombres qu'elle n'avait jamais vues. Pendant 6 ans, elle avait cru connaître cet homme. Mais peu, être n'avait-elle aimé qu'une version qu'il lui avait vendue avec de beaux mots. « Tu n'es pas parti pour recommencer », dit-elle d'une voix basse. « Tu es parti parce que quelqu'un t'a convaincu que tu pouvais prendre sans répondre de rien. » Pour la première fois, Caleb sembla déstabilisé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Puis il prit sa valise. « Je ne veux pas me battre. » Léna regarda la tarte aux pommes, les 2 assiettes, la bougie blanche qui tremblait au milieu de la table. « Non, » murmura-t-elle, « tu veux seulement partir propre, alors que tu as tout sali. » Caleb détourna le visage, marcha vers la porte et sortit. Quand le battant se referma, le silence revint plus lourd que la neige dehors. Léna resta debout quelques secondes, puis ses jambes cédèrent. Elle glissa lentement contre le mur de la cuisine, jusqu'au sol froid. La tarte sentait encore la cannelle. Et dans cette maison où elle avait cru construire une vie, Léna comprit que certaines trahisons ne tuent pas seulement l'amour. Elles obligent une femme à choisir entre disparaître dans la douleur ou se relever avec ce qui lui reste de dignité. Le lendemain matin, la maison semblait plus froide que la veille. Caleb avait emporté ses vêtements, son ordinateur, ses chaussures de travail, mais il avait laissé derrière lui une odeur de vide que Léna ne savait pas comment chasser. La neige rare de Phoenix avait fondu avant l'aube, ne laissant sur l'allée qu'une humidité grise, sale, semblable à ce qui restait de son mariage. Léna n'avait presque pas dormi. Elle s'était assise à la table de la cuisine jusqu'à ce que la bougie blanche se consume entièrement. La tarte aux pommes était toujours là, intacte, couverte maintenant d'un film transparent, 2 assiettes, 2 verres, 2 serviettes pliées. Tout dans cette pièce accusait l'absence d'un homme qui était parti en prenant plus que sa valise. Vers 9 heures, on frappa à la porte. Léna sut que ce n'était pas Caleb, lui n'aurait pas frappé. Il serait entré comme si la maison lui appartenait encore, comme si le simple fait d'avoir trahi ne lui retirait aucun droit. Elle ouvrit. Marjorie Whittaker se tenait sur le perron, parfaitement coiffée, enveloppée dans un manteau crème, trop élégant pour ce quartier tranquille. La mère de Caleb avait 58 ans, un visage doux en apparence, des yeux soigneusement maquillés, et cette façon de sourire qui ne réchauffait jamais vraiment. « Léna, ma chérie, dit-elle en entrant sans attendre d'invitation. « Il faut qu'on parle. » Léna referma la porte lentement. Elle sentit aussitôt que cette visite n'apporterait ni compassion ni réconfort. Marjorie ne regarda pas les yeux gonflés de sa belle-fille. Elle ne demanda pas si elle avait mangé, si elle avait dormi, si elle pouvait tenir debout. Son regard tomba seulement sur la table, sur les restes du dîner, et elle soupira comme devant un désordre embarrassant. « Caleb m'a appelé cette nuit. Il est bouleversé. » Léna resta immobile. Lui, bouleversé, Marjorie posa son sac sur une chaise, puis retira lentement ses gants. « Je sais que tu souffres, mais il faut être adulte, Léna. Les hommes font parfois des erreurs quand ils se sentent étouffés. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'une trahison. » La phrase entra dans la poitrine de Léna comme une lame fine, pas assez brutale pour faire crier, assez profonde pour couper la respiration. « Il vit avec une autre femme, » dit Léna. « Il a vidé notre compte épargne. Il m'a menti pendant des mois. » Marjorie serra les lèvres. « Et toi, tu crois n'avoir aucune responsabilité ? Caleb m'a dit qu'il se sentait seul depuis longtemps. Il m'a dit que tu étais distante, froide, toujours fatiguée, toujours inquiète pour l'argent. Un homme a besoin d'être admiré. » Dans la cuisine, le réfrigérateur se mit à vibrer doucement. Ce petit bruit banal rendit la scène encore plus cruelle. Léna regarda cette femme debout devant elle, cette femme qu'elle avait accompagnée à ses rendez-vous médicaux après son opération du genou, cette femme à qui elle avait apporté des repas chauds, des médicaments, des couvertures, quand Caleb était trop occupé pour venir. « J'ai pris soin de vous quand votre propre fils disait qu'il avait trop de travail, » murmura Léna. Marjorie détourna les yeux, mais seulement une seconde. « Et je t'en suis reconnaissante, vraiment. Mais ce n'est pas le moment de salir Caleb. Il est sur le point d'obtenir une promotion importante. Si cette histoire devient publique, tout peut s'effondrer. » Léna eut un rire bref, sans joie.
Son image compte plus que ce qu'il m'a fait? L'image d'une famille compte toujours, répondit Marjorie. Dans notre communauté, les gens parlent. À l'église, au salon, partout. Tu es jeune. Tu peux encore réparer les choses si tu ne te comportes pas comme une femme humiliée. Ces mots firent enfin trembler les mains de Lena. Pas de tristesse cette fois, de colère. Une colère froide, neuve, presque propre. Marjorie ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. Elle la posa sur la table, juste à côté de la tarte aux pommes. Caleb pense qu'il vaut mieux vendre la maison rapidement. Vous êtes tous les deux sur certains documents, mais la situation sera plus simple si tu signes ton accord. Cela lui permettra de repartir proprement. Et toi aussi. Le nain fixa l'enveloppe. Repartir proprement. Il avait sali leur lit, leurs comptes, leurs souvenirs, leurs noms, et maintenant sa mère venait lui demander de nettoyer le sol à sa place. Il vous a envoyé pour ça? Marjorie prit une inspiration patiente, comme si elle parlait à une enfant difficile. Je suis venue éviter une guerre inutile. Tu ne veux pas être cette femme, Lena, celle qui détruit un homme parce qu'il a cessé de l'aimer. À cet instant, une voiture s'arrêta devant la maison. Un moteur ancien, familier. Lena tourna la tête vers la fenêtre. Walter Reed descendit de son pick-up bleu, les épaules larges, les cheveux gris. La démarche lente d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de hausser la voix pour être entendu. Il avait conduit depuis Tucson dès qu'elle l'avait appelé à l'aube. Plus de 100 000 de route, sans poser de questions inutiles. Quand Lena ouvrit, son père entra, regarda son visage, puis la table, puis l'enveloppe. « Qui te demande de signer quoi ?» demanda-t-il calmement. Marjorie se redressa. « Walter, ceci est une affaire privée entre mon fils et sa femme. » Il la regarda longtemps. « Non, madame. Quand on pousse ma fille à signer pendant qu'elle saigne encore, ce n'est plus privé. C'est honteux. » Le silence tomba. Lena sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que, pour la première fois depuis le départ de Caleb, quelqu'un nommait l'injustice sans lui demander de l'avaler. Walter prit l'enveloppe sur la table et la repoussa vers Marjorie. Elle ne signera rien aujourd'hui, pas demain non plus, pas avant d'avoir un avocat et la tête claire. Marjorie pâlit. « Vous allez détruire Caleb. » Walter se tourna vers Lena, sa voix plus douce. « Non. Caleb a fait ses choix. Toi, maintenant, tu vas apprendre à ne plus payer pour eux. » Dans la cuisine silencieuse, Lena regarda son père, puis la porte par laquelle Caleb était parti. Quelque chose en elle tremblait encore, mais ce n'était plus seulement de la douleur. C'était le premier mouvement de sa dignité qui se réveillait. Pendant 2 jours, Lena évita de regarder les comptes. Elle se disait qu'elle n'était pas prête, qu'il fallait d'abord respirer, laver les assiettes, jeter la tarte aux pommes, changer les draps, ouvrir les fenêtres pour chasser l'odeur de Caleb qui restait accrochée au mur comme une mauvaise prière. Mais au fond, elle savait, ce n'était pas la fatigue qui l'empêchait d'ouvrir l'application bancaire, c'était la peur de découvrir que la trahison n'avait pas seulement dormi dans son lit. Elle avait aussi mis les mains dans son portefeuille. Le lundi matin, avant de partir à la clinique, Lena s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café noir. Walter dormait encore dans la chambre d'amis. La maison était silencieuse. Dehors, le soleil de Phoenix montait lentement, pâle et sec, dessinant sur le carrelage des rectangles de lumière presque blancs. Elle ouvrit son ordinateur. Le mot de passe trembla sous ses doigts. Le compte épargne apparut. Solde disponible, 312 $. Le nain fixa l'écran sans comprendre. Elle cligna des yeux, comme si le chiffre pouvait changer par pitié. Ce compte avait contenu plus de 18 000 $, 6 années d'économie, des heures supplémentaires à la clinique, des repas annulés au restaurant, des vacances repoussées, des enveloppes mises de côté pour une future maison plus grande, peut être un enfant, peut être seulement une sécurité contre les jours difficiles. Il restait 312 $. Elle ouvrit l'historique. Virement, retrait, paiement par carte, un hôtel à Scottsdale, 2 billets d'avion pour Denver, un bracelet acheté dans une bijouterie du centre commercial, un acompte pour un appartement, des restaurants où Lena n'avait jamais mis les pieds. Des endroits lumineux, chers, bruyants, où Caleb souriait probablement à Brielle pendant que sa femme comparait les prix des légumes au supermarché. La nausée monta.
Puis vinrent les cartes de crédit. Lena découvrit des montants qu'elle ne reconnaissait pas, des frais accumulés sur leur compte commun, des paiements en retard, des intérêts. Des notifications froides, polies, mécaniques, qui transformaient son chagrin en dette. Elle porta la main à sa bouche. Ce n'était plus seulement un adultère, c'était une occupation lente de sa vie. Caleb n'avait pas seulement quitté leur maison. Il avait creusé sous ses pieds avant de partir, puis il lui avait demandé de sourire au bord du trou. À la clinique, ce jour-là, Lena travailla comme une personne qui marche sous l'eau. Elle accueillit les patients, vérifia les formulaires d'assurance, répondit au téléphone avec une voix calme qui ne lui appartenait presque plus. Son badge brillait sur sa blouse bleu clair. Ses mains, elles, tremblaient chaque fois qu'elle ouvrait un dossier. Vers 11 heures, Mrs. Evelyn Brooks arriva pour son rendez-vous habituel. 72 ans, cheveux blancs parfaitement peignés, sac à main posé sur l'avant-bras, comme une reine discrète. Elle venait souvent à la clinique pour ses contrôles et Lena aimait sa façon de regarder les gens comme si elle lisait au-delà de leurs phrases. « Ma petite », dit Evelyn en s'asseyant près du comptoir, « aujourd'hui, vos yeux racontent une histoire que votre bouche refuse de dire. » Lena baissa la tête. « Je weiß bien, Mrs. Brooks. » La vieille femme sourit tristement. Les femmes disent cela depuis des siècles, et souvent cela veut dire exactement le contraire. Lena sentit ses yeux brûler, mais elle se retint. Elle était au travail, elle devait tenir, être professionnelle, être digne. Ne pas devenir ce spectacle que les gens observent avec pitié. Evelyn posa doucement sa main ridée sur le comptoir. « Je ne vous demanderai pas ce qui s'est passé, mais retenez ceci. Un homme qui vous blesse peut demander pardon. Un homme qui vous vole votre paix, votre argent et votre confiance doit d'abord répondre de ses actes. » Ces mots restèrent avec Lena toute la journée. Le soir même, Tessa Monroe, sa meilleure amie, arriva avec un sac de courses et une colère visible dans chaque geste. Infirmière aux urgences, Tessa avait vu trop de femmes se briser en silence pour accepter les excuses jolies. Elle posa les factures sur la table, les regarda une par une, puis releva les yeux. Lena, ce n'est pas une séparation, c'est une stratégie. Il t'a laissé avec les dégâts pour pouvoir recommencer ailleurs en costume propre. Lena murmura « Je ne sais pas quoi faire. » Alors tu vas parler à quelqu'un qui sait, pas à sa mère, pas à Caleb, pas à ton cœur blessé, à une avocate. Le lendemain, Lena rencontra Maya Ellison dans un petit bureau d'un centre d'aide juridique. Maya avait 30 ans, un tailleur sombre, une voix directe et des yeux qui ne jugeaient pas. Elle écouta tout, les retraits, les dettes, les messages, la pression de Marjorie. Puis elle posa un carnet devant Lena. On va documenter. Chaque virement, chaque facture, chaque menace, chaque tentative de te faire signer. La manipulation financière est réelle, Lena. Et tu n'es pas folle parce que tu la nommes. Lena sentit son souffle se débloquer. Ce soir-là, Caleb appela. Sa voix était douce, presque tendre. « Lena ne rend pas tout plus laid que ça. Tu sais que je ne voulais pas te faire de mal. Tu m'aimes encore, je le sais. » Lena regarda le bouton d'enregistrement activé sur son téléphone. Sa main tremblait, mais sa voix resta claire. « L'amour n'est pas une autorisation pour voler ma paix, ni mon argent, ni ma dignité. » À l'autre bout du fil, Caleb se tut. Pour la première fois, ce silence ne fit pas peur à Lena. Il lui donna de la force. Le jeudi suivant, Lena comprit que Caleb n'avait pas seulement quitté leur mariage. Il essayait de réécrire l'histoire avant qu'elle ait le temps de raconter la vérité. Elle était dans la salle de pause de la clinique, devant un café devenu tiède, lorsque Tessa entra brusquement, son téléphone à la main. Son visage disait déjà tout. Cette colère contenue, cette mâchoire serrée, cette façon de respirer comme une femme qui se retient de crier. « Lena, je suis désolée, dit-elle. » Lena leva les yeux. « Quoi encore ?» Tessa hésita, puis tourna l'écran vers elle. C'était une photo publiée par Brielle Art. On y voyait Caleb assis sur une terrasse lumineuse quelque part à Scottsdale, un verre à la main, sa chemise blanche ouverte au col, son sourire large et triomphant. Brielle se penchait contre lui, parfaitement maquillée, une main posée sur sa poitrine, comme si elle avait gagné un trophée. Sous la photo, une phrase simple. « Enfin aimé comme je le mérite. Lena sentit son estomac se fermer. »
Ce n'était pas la jalousie qui la frappa d'abord, c'était l'indécence. Cette manière de poser leur trahison sous le soleil, de la filtrer, de la rendre élégante, presque respectable, comme si la douleur de Lena n'était qu'un détail hors champ. Comme si les 6 années de mariage, les factures payées, les nuits d'angoisse et les économies disparues n'avaient été qu'une vieille pièce mal éclairée dont Caleb venait de sortir pour entrer dans une publicité. Tessa reprit son téléphone. « Je peux lui répondre, juste une phrase, une seule. Je te jure que je peux la détruire. » Lena secoua la tête. « Non !» Sa voix était faible, mais ferme. « Si je réponds, ils auront ce qu'ils veulent. » Une femme blessée qui crie pendant qu'eux jouent les amoureux incompris. La journée continua, mais quelque chose avait changé. Les regards à la clinique lui semblaient plus longs, les silences plus lourds. Peut être que personne ne savait rien. Peut être que tout le monde savait déjà. La honte avait cette cruauté particulière. Elle vous faisait porter le poids d'une faute que vous n'aviez pas commise. À midi, son téléphone vibra. Un message d'une connaissance commune. « J'espère que tu vas bien. » Caleb traverse aussi une période compliquée. Essaie de ne pas tout voir en noir. Lena fixa l'écran. Elle eut presque envie de rire. Caleb avait vidé leur compte, menti pendant des mois, exposé sa nouvelle histoire au monde, et pourtant il fallait encore qu'elle prenne soin de sa réputation. Le soir, Walter l'accompagna à l'église communautaire où Marjorie avait insisté pour qu'elle vienne chercher quelques documents oubliés lors d'une collecte caritative. Lena ne voulait pas y aller, mais son père lui avait dit que se cacher pouvait parfois donner aux menteurs l'impression d'avoir gagné. La salle paroissiale sentait le café, le bois ciré et les biscuits au beurre. Des femmes âgées rangeaient des couvertures pour une association locale. Des hommes parlaient près de la porte. Lena sentit les conversations ralentir quand elle entra. Marjorie était là, coiffée avec soin, entourée de 2 amis du salon de coiffure. Son sourire apparut aussitôt doux et coupant. « Lena, dit-elle assez fort pour être entendue, je suis contente que tu sois venue, malgré tout. » Malgré tout. 2 mots polis, capables de salir une personne sans rien affirmer. Lena serra son manteau contre elle. Marjorie continua, d'une voix faussement triste. « Les séparations sont toujours douloureuses, surtout quand 2 jeunes personnes ne savent plus se parler. Caleb a beaucoup souffert du silence à la maison. » Quelqu'un baissa les yeux. Une autre femme pinça les lèvres. Lena sentit le vieux piège se refermer. On ne disait pas qu'elle était coupable. On le suggérait. On ne l'accusait pas. On installait seulement un doute comme une poussière sur un meuble propre. Walter fit un pas, mais Lena posa doucement la main sur son bras. « Pas maintenant, passe ici. » Elle regarda Marjorie. Elle vit soudain la peur derrière son élégance. Pas la peur pour Lena. La peur que le nom Whittaker perde son éclat dans cette petite communauté où l'on jugeait vite, où l'on pardonnait plus facilement aux hommes charmants qu'aux femmes humiliées. « Je suis venue chercher mes documents, » dit Lena calmement. « Rien d'autre. » Marjorie sourit encore. « Bien sûr. Je veux seulement que tu comprennes qu'une famille se protège. » Lena répondit sans hausser la voix. Une famille ne protège pas le mensonge en demandant à la personne blessée de se taire. Le silence tomba. Pas spectaculaire, pas bruyant, mais réel, comme une porte intérieure qui venait de se fermer. Lena prit l'enveloppe qu'on lui tendait, puis sortit. Dans le stationnement, l'air froid lui piqua le visage. Elle monta dans le pick-up de Walter sans parler. Pendant un long moment, elle regarda les lumières de l'église trembler dans le rétroviseur. Puis elle retira son alliance. Elle ne la jeta pas, elle ne cria pas, elle la posa simplement dans une petite enveloppe brune avec les relevés bancaires, les copies de messages et les papiers de Maya. Walter la regarda faire. « Ça va ?» Lena ferma l'enveloppe. « Non, » répondit-elle. « Mais je commence à comprendre quelque chose. »« Quoi donc ?» Elle fixa la route sombre devant eux. « Je n'ai pas besoin de prouver que j'ai mal. J'ai besoin de prouver que je ne vais plus disparaître pour que Caleb paraisse innocent. » Walter démarra le moteur. Dans le grondement doux du vieux pick-up, Lena sentit son cœur battre encore douloureusement. Mais cette douleur avait changé de forme. Elle n'était plus seulement une blessure. Elle devenait une frontière. Le lendemain de la scène à l'église, Lena se réveilla avant le soleil. Pendant quelques secondes, elle oublia.
Elle ouvrit les yeux dans la pénombre bleue de la chambre, tendit presque la main vers le côté vide du lit, puis la mémoire revint d'un seul coup. Caleb, Brielle, le comte vidé, les regards dans la salle paroissiale, l'alliance enfermée dans une enveloppe brune comme une preuve parmi les autres. Mais ce matin-là, la douleur ne la cloua pas au matelas. Elle se leva. Dans la cuisine, Walter préparait du café. Il portait sa vieille chemise à carreaux, celle dont les manches étaient usées au poignet. Il ne posa aucune question. Il poussa simplement une tasse vers elle, puis regarda les papiers étalés sur la table. Relevé bancaire, capture d'écran, message de Caleb, courriel de Marjorie, note prise après chaque appel. Tout ce que Maya avait demandé. Lena passa les doigts sur les documents. « Je déteste devoir faire ça », murmura-t-elle. Walter hocha lentement la tête. « Je sais. Mais tu ne fais pas ça par vengeance. Tu le fais parce que quelqu'un doit empêcher Caleb d'écrire la fin à ta place. » Ces mots restèrent avec elle toute la matinée. À 10h, Lena entra dans le bureau de Maya et Lisone. Le centre d'aide juridique occupait le 2e étage d'un bâtiment discret près du centre-ville. Dans le couloir, une affiche disait « Votre sécurité n'est pas négociable ». Lena la lut 2 fois avant de frapper. Maya l'accueillit avec un dossier déjà ouvert. « On va avancer », dit-elle simplement. Pas de grands discours, pas de pitié, juste cette efficacité calme qui faisait du bien à Lena, parce qu'elle ne lui demandait pas d'être courageuse de façon spectaculaire. Elle lui demandait seulement d'être précise. Maya examina les relevés, les dates, les retraits, les paiements effectués après le départ de Caleb, puis elle prit un stylo rouge et entoura plusieurs lignes. Ces dépenses ne servent pas au foyer conjugal. Bijouterie, appartement, hôtel, billets d'avion. On va demander une protection financière temporaire et contester les dettes liées à ces achats. Lena inspira profondément. Et s'il dit que j'étais d'accord, Maya leva les yeux. Alors il devra le prouver. Et toi, tu as commencé à documenter. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour la première fois depuis des jours, Lena sentit que le monde avait encore une forme. Pas une forme douce, pas une forme juste, mais une forme qu'on pouvait lire, classer, comprendre. Le chaos devenait un dossier. La honte devenait une chronologie. Les blessures devenaient des preuves. Maya continua. Il y a autre chose. Tu m'as dit qu'il voulait que tu signes vite la vente de la maison. Ne signe rien, absolument rien. Et si Caleb ou sa mère te contactent, tu ne réponds pas au téléphone. Tu demandes des messages écrits. Lena hocha la tête. Il va dire que je suis cruelle. Probablement. Les gens qui perdent le contrôle appellent souvent les limites de la cruauté. Cette phrase frappa Lena en plein cœur. Dans l'après-midi, elle alla visiter un petit appartement à Mesa. Il ne faisait qu'environ 600 square feet. Une chambre, une cuisine étroite, un salon modeste donnant sur un stationnement où 2 palmiers poussiéreux se penchaient sous la chaleur sèche de l'Arizona. La peinture du mur principal avait besoin d'être refaite. Le robinet de la salle de bain goûtait un peu. Mais quand Lena ouvrit la fenêtre, l'air entra librement. Personne ne l'avait choisi à sa place. Elle signa la demande de location avec une main encore tremblante. Pas parce qu'elle doutait, parce qu'elle comprenait que recommencer coûtait cher, pas seulement en dollars, mais en illusions. Les semaines suivantes, sa vie devint plus petite et plus vraie. Elle travailla davantage à la clinique, elle emporta des repas préparés au lieu d'acheter son déjeuner, elle apprit à comparer chaque facture, à appeler les compagnies de cartes de crédit, à répéter calmement « Je conteste cette charge ». Chaque phrase était une pierre posée sur le sol fragile de sa reconstruction. Le soir, dans son nouvel appartement, elle dormait sur un matelas posé au sol. Une lampe bon marché éclairait les cartons empilés contre le mur. Sur le rebord de la fenêtre, elle avait placé un petit pot de romarin offert par Mrs. Evelyn Brooks. « Pour te rappeler que même les plantes résistantes ont besoin de lumière », avait dit la vieille femme. Un mardi soir, Caleb envoya un message. « Tu es en train de ruiner ma vie. » Tout ça pour te venger. Lena resta longtemps devant l'écran. Avant, elle aurait répondu vite. Elle aurait expliqué, rassuré, adouci, porté sa colère, à lui en plus de sa propre peine.
Cette fois, elle copia le message et l'envoya à Maya. Puis elle répondit seulement « Je ne détruis pas ta vie. J'arrête de payer pour tes choix. » 2 jours plus tard, Maya l'appela. Sa voix était plus grave que d'habitude. « Lena, j'ai trouvé quelque chose dans les documents de prêt. Une signature électronique utilisée à ton nom. Le problème, c'est que la date correspond à une journée où tu étais au travail, connectée au système de la clinique. On peut le prouver. » Lena s'assit lentement sur le bord du lit. Il a signé pour moi un silence. C'est ce que nous allons vérifier. Mais oui, c'est possible. La pièce sembla rétrécir autour d'elle. Caleb ne s'était pas contenté de mentir. Il avait essayé d'utiliser son nom comme un abri, son crédit comme une poubelle, sa confiance comme une clé volée. Lena regarda le pot de romarin sur la fenêtre. Ses feuilles minces tenaient droit malgré la chaleur. Quand elle parla, sa voix ne tremblait plus. Alors on ne recule pas. Ce soir-là, pour la première fois, Lena comprit que sa riposte n'était pas de la haine. C'était le retour de sa dignité sous forme de loi, de preuves et de vérité. 3 semaines plus tard, la chute de Caleb commença sans bruit. Pas par un grand scandale public, pas par une explosion dramatique, mais par un courriel envoyé à 8h10 du matin par Derek Lawson, l'auditeur interne de la société où Caleb travaillait. Un message sec, professionnel, presque banal, qui demandait à Caleb de se présenter dans une salle de réunion vitrée au 3e étage. Objet, vérification de compte client. Caleb lut le courriel 2 fois devant son écran. Autour de lui, les bureaux étaient déjà animés. Les téléphones sonnaient. Les vendeurs plaisantaient près de la machine à café. Brielle Hart passa derrière lui dans une robe beige parfaitement ajustée, son parfum sucré flottant dans l'air comme une promesse. Elle ne lui adressa qu'un sourire rapide. Avant, ce sourire l'aurait rassuré. Ce matin-là, il le glace. Dans la salle de réunion, Derek Lawson l'attendait avec 2 responsables des ressources humaines. Sur la table, plusieurs dossiers étaient alignés avec une précision chirurgicale. Caleb remarqua son propre nom imprimé en haut d'une chemise cartonnée, puis celui de Brielle. Derek n'éleva jamais la voix. « Caleb, nous avons relevé des irrégularités dans plusieurs contrats clients, des remises non autorisées, des commissions déplacées, des accès à des données qui ne correspondent pas à ton rôle exact. » Caleb sentit sa bouche sécher. « Je ne comprends pas. Je suivais les indications de Brielle sur certaines campagnes. Elle gérait la partie marketing. Moi, je ne faisais que vendre. » Derek le regarda calmement. Brielle affirme le contraire. Une chaleur brutale monta dans la nuque de Caleb. « Pardon ?» Derek offrit un dossier. Elle dit que tu lui as demandé d'utiliser certains fichiers clients pour gonfler tes chiffres. Elle affirme aussi que tu as bénéficié personnellement de plusieurs opérations. Caleb eut un rire nerveux, trop aigu. « C'est absurde. Elle était avec moi sur tout. C'était son idée. » Personne ne répondit. À travers la vitre, il aperçut Brielle à son bureau. Elle rassemblait quelques affaires dans un sac noir. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Elle était calme, trop calme. Le monde de Caleb se déplaça sous ses pieds. À midi, son badge ne fonctionnait plus. À 13h, son accès informatique était coupé. À 14h, il sortait du bâtiment avec une boîte en carton contenant une tasse, 2 stylos, un chargeur de téléphone et une photo de lui à un séminaire de vente, souriant comme un homme qui se croyait intouchable. Il appela Brielle 10 à 7 fois. Elle ne répondit pas. Quand il arriva à l'appartement qu'il payait pour eux à Scottsdale, la porte était entr'ouverte. Le salon semblait étrangement propre. Les bougies parfumées avaient disparu, les vêtements de Brielle aussi. Dans la chambre, il trouva le tiroir vide où elle gardait l'argent liquide qu'il lui avait donné. La montre qu'il avait achetée avec l'argent du compte commun n'était plus là. Sur le comptoir de la cuisine, il ne restait qu'une clé et un reçu froissé. Postum moot. Pas d'explication, pas même une insulte. Caleb resta au milieu de la pièce, respirant difficilement. Les murs blancs, le canapé gris, les verres à vin alignés sur l'étagère, tout lui parut soudain faux. Ce nid d'amour n'avait jamais été une maison. C'était une scène louée, éclairée tant qu'il avait de l'argent, abandonnée dès que les projecteurs s'éteignaient. Le soir tomba sur Phoenix avec une pluie rare, lourde, presque noire. Caleb conduisit sans savoir où aller. Son téléphone vibrait sans cesse. Message de la banque, appel manqué de Marjorie.
Courriel de l'entreprise annonçant une enquête formelle. Notification d'un client furieux. Puis il pensa à Léna, non pas avec amour, pas vraiment, avec panique. Elle avait été le seul endroit qui ne l'avait jamais expulsé quand il échouait. La seule personne qui savait réparer ses erreurs, adoucir ses dettes, expliquer ses silences, ranger le désordre derrière lui. Il n'avait jamais appelé cela de l'amour. Il avait appelé cela du mariage. À 9 heures passées, il arriva devant l'ancienne maison. Lena était là, dans le salon, en train de fermer un carton. Elle avait gardé quelques affaires à récupérer avant la vente, suspendues par la procédure. La lumière d'une lampe dessinait autour d'elle une clarté douce, presque sacrée. Quand elle ouvrit la porte, Caleb était trempé. Ses cheveux collaient à son front. Sa chemise était froissée. Ses yeux rouges ne ressemblaient plus à ceux de l'homme qui avait quitté la maison avec sa valise et sa certitude arrogante. « Lena, souffla-t-il, j'ai tout perdu. » Elle ne bougea pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il tomba presque à genoux sur le perron. « Brielle m'a piégé. Elle a pris l'argent. Elle m'a accusé au travail. Je vais perdre mon emploi. Peu, être plus. Je ne savais pas où aller. » La pluie frappait le toit du porche. Chaque goutte semblait compter les secondes de son humiliation. « Tu es allé chez elle quand tu croyais gagner, » dit Léna. « Tu viens chez moi quand tu as perdu. » Caleb leva vers elle un visage ravagé. « Je me suis trompée. Tu étais la seule vraie chose dans ma vie. » Pendant un instant, Lena sentit la vieille douleur bouger en elle. Cette partie d'elle qui avait aimé cet homme, cette partie qui aurait autrefois ouvert la porte, donné une serviette, préparé du café, porté encore une fois le poids d'une catastrophe qu'elle n'avait pas causée. Mais cette femme-là n'était plus seule dans son propre cœur. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que j'étais quand tu vidais notre compte, quand tu laissais ta mère m'accuser, quand tu voulais que je signe des papiers pour t'aider à partir proprement ?» Caleb pleura plus fort. « J'avais peur. Je ne pensais pas clairement. » Lena le regarda longtemps. « Non, tu pensais très clairement. C'est ça qui me glace. » Il baissa les yeux. Puis, dans un souffle presque inaudible, il avoua « Je pensais que tu finirais par m'aider, même avec les dettes, même avec le prêt. Tu as toujours eu trop bon cœur. » La phrase resta suspendue entre eux. Lena recula d'un pas. Enfin, elle voyait la vérité nue. Caleb n'était pas revenu parce qu'il l'aimait. Il était revenu parce que son refuge avait brûlé et qu'il croyait encore pouvoir entrer dans le sien. Elle posa la main sur la porte. « Va-t'en, Caleb. »« Lena, je t'en supplie. » Sa voix ne trembla pas. « Non. Cette maison n'est plus un abri pour tes mensonges. » Puis elle referma la porte. De l'autre côté, Caleb continua de pleurer sous la pluie. Lena resta immobile quelques secondes, la main contre le bois. Son cœur battait fort, mais cette fois, il ne battait plus pour revenir en arrière. Il battait pour survivre. Caleb ne partit pas tout de suite. Derrière la porte fermée, Lena entendait encore sa respiration brisée, ses pas nerveux sur le porche, puis le bruit de son poing contre le bois. Pas un coup violent au début, plutôt une plainte, une demande. Un homme qui refusait de comprendre qu'une porte fermée pouvait être une réponse complète. « Lena, ouvre ! On ne peut pas finir comme ça !» Elle resta immobile dans le salon, la main serrée autour de son téléphone. La pluie frappait les fenêtres avec une insistance froide. Dans les cartons ouverts, ses affaires semblaient retenir leur souffle. Une lampe posée au sol éclairait la pièce d'une lumière basse, presque jaune, qui allongeait les ombres contre les murs nus. « Caleb, pars !» dit-elle assez fort pour qu'il entende. « Je ne discuterai plus ce soir. » Un silence, puis sa voix changea. Elle n'était plus brisée, elle devint sèche, dure, pleine de cette colère qu'il avait toujours cachée derrière les mots doux. « Alors c'est ça ? Tu vas m'abandonner maintenant, après tout ce qu'on a vécu ?» Lena ferma les yeux. Voilà le piège. Il ne demandait plus pardon. Il exigeait de la dette. Il appelait leur passé comme un témoin pour l'obliger à ouvrir. « Tu as choisi de partir, Caleb. » Il frappa plus fort. « Parce que j'étais perdu. Parce que tu m'as laissé devenir invisible. Tu crois que c'est facile de rentrer chez soi et de trouver une femme toujours fatiguée, toujours inquiète, toujours en train de juger ?» Lena sentit son cœur se contracter, mais elle ne répondit pas. Avant,
Elle aurait expliqué. Elle aurait rappelé les factures, les nuits sans sommeil, les sacrifices. Elle aurait supplié d'être comprise par celui qui avait intérêt à ne pas comprendre. Cette fois, elle appuya discrètement sur l'écran de son téléphone. Urgence. Elle composa le 911 sans parler, puis laissa l'appel ouvert dans la poche de son gilet. La voix de l'opératrice était faible, presque lointaine, mais présente. Caleb recommença à parler, plus vite. « Tu crois que ton avocate va te protéger. Tu crois que ton père va toujours être là. Tu crois que Tessa et toutes ces femmes amères savent ce qu'est un mariage. Elles te montent contre moi. Elles te rendent froide. » Lena se tenait près de la table basse. Ses jambes tremblaient, mais sa voix resta calme. « Non, Caleb, ce n'est pas Maya, ni mon père, ni Tessa. C'est moi. J'ai changé parce que j'ai enfin entendu ce que je refusais d'écouter en moi. » Le silence qui suivit fut plus dangereux que ses cris. Puis Caleb poussa la porte avec l'épaule. Elle était verrouillée, mais le choc fit vibrer tout le battant. Lena recula instinctivement. Son souffle se bloqua. « Ouvre cette porte, dit-il. »« Non. »« Lena, je te préviens, je n'ai plus rien. Tu comprends ça ? Plus rien. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre noire. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une menace déguisée en désespoir. Le genre de phrase qui oblige une femme à porter la survie d'un homme comme une corde autour du cou. Lena sentit la peur monter, froide, ancienne, familière. Mais derrière elle, une autre force se leva, celle de toutes les nuits où elle avait pleuré seule, celle de toutes les factures ouvertes avec des mains tremblantes, celle de toutes les fois où il avait appelé son silence de l'amour. Elle répondit lentement, pour que le téléphone enregistre chaque mot. « Je ne suis pas responsable de ce que tu choisis de faire. Je ne suis pas ton refuge, Caleb. Je ne suis pas ton excuse. » Dehors, un bruit de pneus glissant sur l'asphalte mouillé approcha. Des lumières rouges et bleues traversèrent les rideaux du salon. Elles se posèrent sur les murs comme des éclats de vérité. Froid, irréfutable. Caleb recula sur les portes. « Tu as appelé la police ?» Sa voix contenait maintenant de la panique. Lena ouvrit la porte, mais seulement lorsque les deux agents furent déjà dans l'allée. Elle resta derrière le seuil, droite, pâle, les cheveux défaits autour du visage. Caleb leva les mains. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Ma femme est bouleversée. On a juste une dispute conjugale. » Lena sentit une dernière brûlure dans sa poitrine. Même maintenant, il essayait de la réduire à une femme instable, trop émotive, incapable de comprendre. Elle sortit son téléphone de sa poche et le tendit à l'agent. L'appel est resté ouvert. Il a menacé de ne pas savoir ce qu'il ferait si je ne l'aidais pas, et il y a une enquête sur une signature électronique utilisée à mon nom. Mon avocate a les documents. Caleb devint livide. « Lena, arrête, tu vas vraiment faire ça ?» Elle le regarda. Sous la pluie, il semblait plus petit. Non parce qu'il avait perdu son argent ou son travail, mais parce que son pouvoir ne fonctionnait plus. « Non, dit-elle doucement, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'arrête seulement de le cacher. » Les agents lui demandèrent de s'écarter. Caleb protesta, parla de stress, de trahison, d'amour, de mariage, de tout ce qu'il avait l'habitude d'utiliser pour brouiller la vérité. Mais cette fois, ces mots ne remplissaient plus la pièce. Il se perdait dans la pluie, dans le grésillement des radios, dans la lumière bleue posée sur le visage immobile de Lena. Quand on l'emmena pour l'interroger, il se retourna une dernière fois. « Tu vas le regretter. » Lena ne baissa pas les yeux. « Non. Ce que je regrette, c'est d'avoir cru trop longtemps que te sauver était une preuve d'amour. » La voiture de police s'éloigna lentement. Le silence revint, vaste et trempé. Lena referma la porte, s'appuya contre le bois et laissa enfin ses larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient les larmes d'une femme qui venait de comprendre qu'avoir du cœur ne signifiait plus jamais s'offrir à ceux qui l'utilisaient comme une arme contre elle. La salle de médiation du tribunal de Maricopa County était trop claire. Les néons blancs au plafond effaçaient les ombres, les rides, les excuses. Tout y semblait fait pour empêcher les gens de se cacher derrière le drame. Une longue table occupait le centre de la pièce. D'un côté, Lena était assise entre Maya Ellison et son père, Walter. De l'autre, Caleb fixait ses mains jointes,
le visage creusé, la barbe mal rasée. À côté de lui, Marjorie Whittaker tenait son sac sur ses genoux comme un bouclier. Il pleuvait encore dehors. De fines gouttes glissaient le long des grandes vitres, transformant le parking en miroir gris. Lena regarda un instant ces lignes d'eau, puis ramena son attention sur les dossiers posés devant Maya. Pendant des semaines, Lena avait cru que la vérité serait bruyante quand elle sortirait enfin. Elle l'avait imaginée comme une tempête, une porte qui claque, une voix qui accuse. Mais ce matin-là, la vérité avait la forme de feuilles imprimées, de relevés bancaires, de captures d'écran, de dates alignées avec patience. Maya ouvrit le premier dossier. Nous avons ici les dépenses effectuées par M. Whittaker après son départ du domicile conjugal. Hôtel à Scottsdale, dépôt de garantie pour un appartement, bijoux, billets d'avion, restaurant. Ces dépenses ont été faites avec des fonds communs ou des cartes associées au ménage. Caleb releva brusquement la tête. Ce n'est pas aussi simple. Lena savait que nous avions des problèmes. Maya ne haussa pas la voix. Avoir des problèmes conjugaux ne donne pas le droit de vider un compte épargne. Le silence s'installa. Marjorie se pencha vers l'avant, son visage tendu. « Mon fils a fait des erreurs, mais Lena veut le punir. Elle veut ruiner son avenir. » Lena sentit Walter bouger à côté d'elle, mais elle posa une main légère sur son bras. Elle ne voulait plus que quelqu'un parle à sa place, pas même par amour. Maya tourna une page. « Madame Whittaker, avec respect, votre fils a écrit ceci à Lena 3 jours après son départ. » Elle lut lentement. « Tu vas signer. Tu as toujours eu peur d'être abandonnée. Ne transforme pas ça en guerre, où tout le monde saura pourquoi je suis partie. » La pièce devint immobile. Marjorie ouvrit la bouche puis la referma. Son regard glissa vers Caleb. Pour la première fois, Lena vit quelque chose se fissurer dans le visage de sa belle-mère. Non pas une compassion immédiate. Plutôt la stupeur d'une femme qui entendait enfin la voix de son fils sans le filtre de son amour maternel. Maya continua. « Nous avons également un message vocal où M. Whittaker suggère que Lena devrait l'aider à couvrir certaines dettes pour éviter un scandale professionnel. Puis un document de prêt portant une signature électronique au nom de Lena, alors que les registres de la clinique montrent qu'elle était connectée à son poste de travail au même moment. Caleb, blame it. Je n'ai jamais voulu lui faire porter tout ça. J'étais sous pression. Brielle me manipulait. Lena le regarda enfin. Ce nom Brielle flottait dans la pièce comme le parfum bon marché d'un incendie terminé. Oui, Brielle avait menti. Oui, elle avait utilisé Caleb. Oui, elle aussi devait répondre de ses actes. Mais Caleb essayait encore de poser sa faute dans les mains d'une autre personne. Maya posa un autre document. L'enquête interne de l'entreprise a déjà établi que Mme Brielle-Hart a transféré des données clients et manipulé des campagnes de vente. Elle fait face à une poursuite civile. Mais cela ne retire pas la responsabilité de M. Whittaker dans les transactions, les dettes et les pressions exercées sur Lena. Derek Lozone, l'auditeur interne, avait fourni les pièces nécessaires par voie officielle. Des courriels, des accès informatiques, des commissions déplacées, des traces que Caleb pensait invisibles parce qu'elles étaient numériques, mais qui racontaient mieux la vérité que n'importe quel témoin. Le médiateur prit des notes, puis parla d'une voix neutre. Les protections financières temporaires restent en place, les dettes contestées feront l'objet d'une vérification. Madame Whittaker ne sera pas tenue responsable des engagements dont l'autorisation est mise en doute en attendant les conclusions. M. Whittaker devra fournir tous les documents relatifs aux dépenses effectuées avec les fonds communs. Les mots étaient techniques, presque froids. Pour Lena, il ressemblait à une porte qui s'ouvrait. Caleb se tourna vers elle. « Lena, regarde-moi. Tu sais que je n'étais pas moi-même. » Elle sentit toutes les anciennes versions d'elle-même se lever en silence. La jeune épouse qui avait voulu croire. La femme humiliée devant la table d'anniversaire, celle qui avait ouvert les factures avec les mains tremblantes, celle qui avait failli signer pour préserver la paix des autres. Puis elle parla. « Tu étais assez toi-même pour mentir, assez toi-même pour prendre l'argent, assez toi-même pour utiliser ma peur contre moi. » Marjorie baissa les yeux. Ses doigts se crispèrent sur son sac. « Lena, murmura-t-elle, je ne savais pas. » Lena la regarda sans haine. « Vous ne vouliez pas savoir. C'est différent. » Cette phrase tomba doucement, mais elle fit plus de bruit que tous les cris possibles.
Caleb essuya son visage d'un geste nerveux. « Qu'est-ce que tu veux de moi? Que je souffre, que je perde tout ?» Lena respira lentement. La lumière blanche du plafond ne lui semblait plus cruelle, elle lui semblait honnête. « Non, je n'ai pas besoin que tu souffres comme j'ai souffert. Je veux seulement que tu n'aies plus le pouvoir de me faire souffrir. » Personne ne répondit. Dans cette salle sans chaleur, sans musique, sans pardon facile, Lena comprit que la justice ne ressemblait pas toujours à une victoire éclatante. Parfois, elle avait le visage calme d'une femme qui ne tremble plus devant celui qui l'a brisée. Et ce matin-là, Caleb perdit ce qu'il avait le plus protégé. Non pas son argent, non pas son image, son contrôle sur elle. La chute de Caleb ne fit pas de bruit au début. Elle ne ressemblait pas aux scènes qu'il avait autrefois redoutées, pas à des voisins qui chuchotent devant la maison, pas à des amis qui l'insultent dans la rue, pas à une humiliation publique spectaculaire. Elle commença dans une chambre basse, au sous-sol de la maison de Marjorie, avec une ampoule nue au plafond, un matelas posé contre un mur, 3 cartons de vêtements et l'odeur froide du béton après la pluie. Caleb avait 29 ans, mais dans cette pièce, il semblait plus jeune et plus vieux à la fois, jeune par sa peur, vieux par ce que ses choix avaient laissé sur son visage. Il avait vendu sa voiture 2 semaines après la médiation. Le SUV noir dont il était si fier, celui qu'il garait toujours bien en vue devant les restaurants, avait disparu contre un chèque presque entièrement absorbé par ses premières dettes. Il se déplaçait maintenant avec la vieille berline de sa mère, un véhicule beige qui toussait au démarrage et dont la radio ne captait que des stations religieuses ou des publicités pour des matelas. Son téléphone, autrefois rempli de messages de collègues, de clients et de Brielle, restait silencieux. Ce silence était peu être la punition la plus dure. Les gens ne le détestaient pas ouvertement, ils faisaient pire, ils continuaient leur vie sans lui. Les anciens amis ne répondaient plus, ou répondaient avec des phrases courtes, prudentes, comme on parle à quelqu'un qui apporte des problèmes. Les collègues qu'il avait invités à boire des verres après le travail avaient cessé d'exister autour de lui. Même ceux qui avaient ri avec lui quand il se plaignait de Lena ne voulaient plus être associés à son nom. Brielle, elle, avait quitté Phoenix avant la fin du mois. D'après ce que Derek Lawson avait transmis dans l'enquête civile, elle avait accepté un arrangement financier avec l'entreprise pour éviter une procédure plus longue. Elle devait rembourser une partie des sommes liées aux commissions frauduleuses et n'avait plus le droit de travailler avec des données clients dans le secteur des logiciels commerciaux pendant plusieurs années. Sa beauté, son assurance, ses robes parfaites n'avaient pas résisté aux dossiers imprimés et aux traces numériques. Caleb apprit la nouvelle par un courriel d'avocat. Il ne pleura pas. Il resta assis sur le bord de son matelas, le téléphone dans la main, regardant l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Puis il vit son propre reflet, des yeux creusés, une barbe mal taillée. Un homme qui avait confondu désir et liberté, mensonge et courage, conquête et valeur. Marjorie monta rarement au sous-sol. Quand elle le faisait, elle apportait une assiette, du café, parfois une chemise lavée. Elle ne parlait presque plus de Lena. C'était sa façon de demander pardon sans prononcer le mot. Mais un soir, alors que Caleb pliait des formulaires pour un rendez-vous de thérapie, ordonné après l'incident chez Lena, sa mère resta dans l'escalier. « Je lui ai écrit, dit-elle. » Caleb leva les yeux. « À qui ? » « À Lena. » Il serait dit. Marjorie descendit lentement les marches. Son visage semblait plus vieux, moins dur. Le vernis de la femme respectable s'était écaillé, laissant apparaître une mère obligée de regarder son fils sans les décorations de l'amour aveugle. Je lui ai dit que j'étais désolée, pas pour te sauver, pas pour lui demander quoi que ce soit, juste parce que je lui devais ça. Caleb ne répondit pas. Il aurait voulu se mettre en colère, dire que tout le monde l'abandonnait, dire que Brielle l'avait détruit, dire que Lena aurait pu empêcher sa vie de s'effondrer si elle avait été moins froide, moins fière, moins entourée de gens qui lui apprenaient à dire non. Mais les mots moururent avant de sortir, parce qu'au fond, il savait. Lena n'avait pas détruit sa vie. Elle avait seulement cessé de tenir debout les murs qu'il avait lui-même incendiés. Quelques jours plus tard, il trouva un emploi temporaire dans l'arrière-boutique d'un magasin de fournitures automobiles. Il déchargeait des cartons, étiquetait des pièces, balayait l'entrepôt avant la fermeture. Le salaire était modeste.
Ses mains, autrefois habituées à serrer celles des clients dans des bureaux climatisés, portaient maintenant de petites coupures sèches. Chaque vendredi, une partie de sa paie partait vers un plan de remboursement. Chaque mardi soir, il allait en thérapie. Au début, il répétait toujours la même phrase. « J'ai tout perdu à cause d'une erreur ». La thérapeute, une femme calme aux cheveux gris, l'écoutait sans le contredire. Puis, un jour, elle demanda « Une erreur, Caleb, ou une série de choix que vous avez refusé d'appeler par leur nom ?» Cette question le suivit longtemps. Une nuit, il écrivit une lettre à Lena. Il y reconnut avoir utilisé son amour comme une assurance, sa patience comme une permission, sa peur de l'abandon comme un outil. Il écrivit qu'il avait trahi leur mariage, avant même Brielle, chaque fois qu'il avait laissé Lena porter seule ce qui devait être partagé. Lena reçut la lettre dans son petit appartement de Mesa. Elle la lut près de la fenêtre, devant le pot de romarin qui grandissait lentement. Le soleil du matin posait une lumière dorée sur la table. Quand elle termina, elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle plia simplement la lettre. Puis Maya l'appela pour confirmer que le prêt contesté ne serait plus rattaché à son nom pendant l'enquête finale. Lena ferma les yeux. Ce n'était pas de la joie, c'était mieux que cela, une paix profonde. Le sentiment d'avoir enfin récupéré son propre nom. Elle rangea la lettre dans un tiroir, sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour réparer. Mais parfois, elles suffisent à montrer que la vérité a fini par trouver son chemin jusque dans la pièce la plus sombre. 1 an après la nuit, où Caleb avait quitté la maison avec sa valise et ses mensonges, Lena se tenait devant une petite salle communautaire de Mesa, les mains posées sur un pupitre en bois clair. Dehors, le soleil de l'Arizona descendait lentement derrière les palmiers poussiéreux. La lumière orange traversait les fenêtres et dessinait sur le sol des bandes chaudes presque dorées. À l'intérieur, une vingtaine de femmes étaient assises sur des chaises pliantes. Certaines avaient les bras croisés. Certaines tenaient un mouchoir. D'autres regardaient leurs chaussures, comme si elles n'avaient pas encore trouvé le courage de regarder leur propre histoire en face. Walter était au dernier rang. Il portait sa chemise propre des grandes occasions et gardait les mains jointes sur ses genoux. Il ne disait rien, comme toujours, mais ses yeux brillaient. Lena inspira profondément. Elle n'était plus la femme qui tremblait devant un écran bancaire vide. Elle n'était plus celle qui attendait Caleb devant une tarte aux pommes refroidies. Elle n'était plus celle qui croyait que sauver son mariage voulait dire se laisser effacer. Elle était encore marquée, oui, mais les cicatrices ne sont pas toujours des ruines. Parfois, elles deviennent des cartes. Elles montrent par où une personne a traversé le feu sans disparaître. Pendant longtemps, commença-t-elle, j'ai cru que l'amour demandait de supporter. Supporter les mots durs, supporter les excuses, supporter les dettes, supporter les silences. Je pensais qu'une bonne épouse devait tenir la maison debout, même quand l'homme qui y vivait arrachait les murs un par un. La salle resta silencieuse. Lena vit Mrs. Evelyn Brooks assise au premier rang, droite malgré son âge, les mains appuyées sur sa canne. La vieille dame lui adressa un sourire discret. C'était elle qui, 1 an plus tôt, avait dit à Lena qu'un homme qui vole la paix d'une femme doit d'abord répondre de ses actes. Lena n'avait jamais oublié. « Mais j'ai appris quelque chose », continua Lena. « Ne soyez jamais honteuse d'avoir aimé quelqu'un qui vous a trahi. La honte appartient à celui qui ment, à celui qui manipule, à celui qui utilise votre bonté comme une serrure dont il possède la clé. » Une femme dans la 2e rangée baissa la tête et pleura doucement. Lena ne s'arrêta pas. Et surtout, ne confondez pas pardon et retour en arrière. Pardonner peut être une paix intérieure. Mais ouvrir encore la porte à celui qui vous a détruite, ce n'est pas toujours de la bonté. Parfois, c'est seulement une vieille peur déguisée en amour. Après la réunion, plusieurs femmes vinrent lui parler. Certaines racontèrent peu, une phrase, un regard, une main serrée. Cela suffisait. Lena savait maintenant que les grandes douleurs entrent rarement dans de longues explications. Elles se tiennent dans la gorge comme une pierre. Maya Ellison était près de la table, en train de ranger des brochures sur les droits financiers après une séparation. Elle travaillait désormais avec le centre 2 fois par mois, non pas pour sauver les femmes à leur place, mais pour leur donner des outils, des mots, des preuves, des chemins. « Tu as été très forte, dit Maya. Lena sourit. « J'ai été vraie. C'est mieux. »
Walter s'approcha ensuite. Il ne la prit pas immédiatement dans ses bras. Il la regarda d'abord longuement, comme un père regarde son enfant adulte et comprend qu'il ne peut plus la protéger de tout, seulement respecter la femme qu'elle est devenue. « Ta mère aurait été fière, murmura-t-il. Lena sentit son cœur se serrer, mais cette fois, la douleur ne l'emporta pas. Elle posa sa tête contre l'épaule de son père. « Moi aussi, je crois. » Le soir, elle rentra dans son appartement de 600 square feet. Le même petit appartement de Mesa, avec son salon modeste, sa cuisine étroite, sa fenêtre donnant sur le stationnement. Mais il ne lui semblait plus petit. Il lui semblait honnête. Chaque objet avait été choisi par elle. Chaque facture payée par elle. Chaque silence lui appartenait. Sur le rebord de la fenêtre, le romarin de Mrs. Brooks avait grandi. Ses feuilles fines montaient vers la lumière, comme si elle savait exactement quoi faire pour survivre. Dans la boîte aux lettres, Lena trouva une carte de Marjorie. Quelques lignes sobres, une excuse sans demande, sans pression, sans tentative de retour. Lena la lut, puis la posa dans un tiroir. Elle ne haïssait plus cette femme, mais elle ne lui devait pas une place dans sa nouvelle vie. Plus tard, en préparant du thé, elle vit un court reportage local sur l'écran de son téléphone. Le centre communautaire avait partagé un extrait de son intervention. Sous la vidéo, quelques commentaires parlaient de courage, de dignité, de reconstruction. Dans un autre quartier de Phoenix, Caleb vit la même vidéo pendant sa pause, dans l'arrière-boutique du magasin où il travaillait. Il resta immobile, le téléphone à la main. Il avait maigri. Il remboursait encore ses dettes. Il allait toujours en thérapie. Il comprenait enfin que perdre Lena n'avait pas été sa punition. Sa punition était de devenir assez lucide pour mesurer ce qu'il avait détruit. Il ne l'appela pas, c'était peu. Être le premier geste juste qu'il faisait depuis longtemps. Brielle, elle, avait quitté la ville. Son nom circulait encore dans quelques dossiers juridiques, mais plus dans les salles de réunion où elle rêvait de régner. La manipulation lui avait donné une ascension rapide. Elle lui avait aussi retiré la confiance, la réputation et l'avenir professionnel qu'elle croyait pouvoir voler aux autres. Cette nuit-là, Lena ouvrit une petite boîte. À l'intérieur reposait son ancienne alliance. Elle la regarda sans trembler. Puis elle la plaça dans une enveloppe destinée à une collecte de bijoux organisée pour financer l'aide juridique des femmes sans ressources. Ce métal avait été le symbole d'une promesse brisée. Désormais, il servirait à ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Lena éteignit la lumière, ouvrit la fenêtre et laissa entrer l'air tiède du soir. Phoenix brillait au loin, vaste, imparfaite, vivante. Elle n'avait pas gagné parce que Caleb avait perdu. Elle avait gagné parce qu'elle ne se cherchait plus dans les yeux de celui qui l'avait trahie. Et dans le calme de son petit appartement, Lena comprit enfin ceci: la dignité n'est pas ce qu'un mariage nous donne. C'est ce qu'on choisit de ne jamais abandonner, même quand l'amour s'effondre.